Voyage en Afrique. Au terme de 9 années passées sur le continent africain, au contact de populations dont il a souvent partagé les conditions de vie, Daniel Frère apporte un témoignage vivant et passionné de la vie quotidienne pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne ou qui, plus simplement, cherchent à mieux connaître la civilisation dans ce continent à la fois si proche et lointain. J'ai voyagé et habité en Afrique pendant 9 ans. J'ai gardé de cette longue expérience un merveilleux souvenir que je n'oublierai jamais. J'ai gardé de la lumière, beaucoup de lumière, durant ces 9 ans, remplis d'émotions. J'étais toujours fasciné par les levées et couchers de soleil magiques et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses. J'ai gardé des couleurs, toujours des couleurs. J'ai senti les odeurs d'épices et de poissons. J'ai écouté la musique traditionnelle, j'ai assisté à des festivals de rituels et des danses masquées. J'ai touché les tissus colorés, des trésors d'art, des témoignants de la puissance et de la splendeur des civilisations africaines. Les touristes, eux, venaient souvent en voyage organisé. Mais ils repartaient indifférents et déçus. Ils étaient surpris et étonnés de ne pas voir des éléphants traverser les routes, tristes de ne pas réaliser l'album photo de leurs rêves. Au terme de cette expérience, j'ai appris une chose extraordinaire. L'Afrique apprend à voir, à regarder les choses et les gens autrement. L'Alhambra. L'Alhambra est une cité palatine andalouse située à Grenade en Espagne. Il s'agit d'un riche complexe de palais, de jardins et de forteresses. Tout comme beaucoup d'autres constructions musulmanes de la même époque, l'attrait de l'Alhambra provient de décorations intérieures qui comptent parmi les plus belles de l'art andalou. Il provient aussi de sa localisation, à l'origine d'un paysage parfaitement intégré au décor préexistant. À l'origine, l'Alhambra vient de l'arbre Alcalá Alhambra. La forteresse rouge, c'est une ville fortifiée au Médina qui occupe la majeure partie de la colline.
La Sabika, la grenade musulmane, avait son propre système de fortification. Ainsi, l'Alhambra pouvait fonctionner de manière autonome, avait son propre système de fortification. Ainsi, l'Alhambra pouvait fonctionner de manière autonome par rapport à la vie. Tous les services nécessaires pour la population résidente s'y trouvaient par rapport à la vie. Tous les services nécessaires pour la population résidente s'y trouvaient. Palais royal, mosquée, école, atelier. Le style grandin de l'Alhambra représente l'apogée du palais royal. De l'art andalou, L'intérieur de cet édifice est un chef-d'œuvre de l'architecture et la décoration musulmane, arcade, enceinte, fontaine, jardin, cour, patio, mosaïque, en faïence vernie. L'Alhambra est déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO lors de la session du 2 novembre 1984. Est à même compté parmi les 21 candidats finalistes pour devenir l'une de ces nouvelles merveilles du monde. Pourquoi être solidaire? Qu'est-ce que ça veut dire? La solidarité est un sentiment qui pousse les individus à s'entraider. Mais d'où cela vient-il? Pourquoi être solidaire? Nous n'avons pas tous les mêmes raisons d'être solidaire. Pour certaines personnes, est une réaction inévitable. Ils ont découvert une réalité qui les choque, les révolte et les rend tellement tristes qu'ils ne supporteraient pas de ne rien faire. Pour d'autres, c'est une sorte d'éthique. On doit aider les autres parce que c'est bien, parce que nous sommes tous frères et qu'il faut venir en aide à celui qui a des difficultés, qui vit des souffrances, qui n'a pas de notre chance parfois. Certains agissent par pitié. Il y a aussi ceux qui voient les choses en termes d'échange. Si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour quand on en aura besoin. De plus, quand on est solidaire, on est lié aux autres, on fait partie d'un groupe, on n'est pas seul. C'est important aussi pour nombre de personnes. Et puis certains estiment que les humains sont tous liés, qu'ils dépendent les uns des autres. La solidarité est donc nécessaire
parce que si certains vont mal, les autres en souffriront un jour. Enfin, il y a des gens qui apprécient d'aider, qui se sentent mieux parce qu'ils ont soutenu quelqu'un. Donner est aussi satisfaisant, voire plus que recevoir. Se sentir utile, recevoir des sourires et des remerciements. C'est aussi une source de motivation. Vous le voyez, il existe de multiples raisons d'être solidaire et chacun peut être motivé par plusieurs causes. Bien sûr, et vous êtes-vous parfois solidaire? Quand? Avec qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'un robot? Un robot, c'est une machine qui peut bouger et parfois peut aussi produire des sons. Les robots peuvent avoir différentes formes à servir à différentes choses. Par exemple, il y a de gros robots dans les usines qui construisent des voitures et qui ressemblent à des gros bras en fer avec un outil pour souder. D'autres robots un peu de la même forme sont utilisés pour aider les chirurgiens à opérer et soigner les gens. Il y a des robots à roues qui servent à aller explorer les autres planètes. Il y a des robots qui ressemblent à des humains avec deux jambes, deux bras et une tête qui existent dans les laboratoires qui ressemblent un peu aux robots dans les films, mais ceux dans la réalité sont beaucoup moins compliqués. Comment un robot peut-il détecter ce qui se passe autour de lui? Pour détecter ce qui se passe autour de lui, le robot a des capteurs. Un capteur, c'est par exemple une petite caméra qui lui permet de voir si un objet ou un mur s'approche, ou un micro qui lui permet de détecter s'il y a du son, ou tout simplement un bouton qui lui permet de savoir si quelqu'un appuie dessus. C'est un peu comme nos sons, nos yeux nous permettent de détecter ce qui est autour de nous. Quels sont les avantages et les inconvénients du progrès technologique? Le progrès avait pour objectif au début de faciliter le quotidien des êtres humains, mais est-ce que le cas aujourd'hui? Il est certain que l'invention technologique permet de nous faire gagner du temps et de l'argent grâce aux nouveaux moyens de déplacement, voitures, TGV, avions, de nous simplifier
laver grâce aux nouveaux équipements de la maison, lave-linge, four, réchaud, et de faire augmenter notre espérance de vie grâce aux hôpitaux modernes qui sont capables d'accueillir même les patients atteints d'une maladie grave. Cependant, à cause de l'invention technologique, certaines usines ont dû réduire le nombre de travailleurs. En outre, pour produire des appareils électroniques, les fabricants puissent de ressources naturelles, ce qui cause des conséquences négatives sur notre environnement. Enfin, les distractions sur Internet et les vidéos détruisent la vie de famille. Chacun reste concentré devant son écran, ce qui risque de nuire à notre vie familiale et sociale. Quelles sont les énergies renouvelables? Le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont les principales sources d'énergie non renouvelables. Ces sources d'énergie sont souvent appelées énergies fossiles car elles sont issues de la décomposition des végétaux. Ces réserves très utilisées depuis le XXe siècle diminuent de plus en plus. Alors, quelles sont les énergies renouvelables qui peuvent remplacer les énergies fossiles? Tout d'abord, l'énergie solaire. Le soleil n'est pas éternel, mais à l'échelle de la vie humaine, son énergie est inépuisable. L'énergie solaire peut être captée et transformée en électricité grâce à des panneaux solaires installés sur les façades, les toits des bâtiments ou sur de grandes surfaces dans les régions désertiques et très ensoleillées. Cependant, l'énergie du soleil n'est pas disponible la nuit ni par mauvais temps. Ensuite, l'énergie éolienne. Le vent est une autre source d'énergie renouvelable. Pour exploiter l'énergie du vent, on parle d'énergie éolienne. On utilise deux types d'éoliennes. Les éoliennes pour le pompage de l'eau et les éoliennes pour la production d'électricité. Toutefois, si l'énergie éolienne est inépuisable, elle n'est pas disponible par temps calme de pluie. Elle produit peu d'électricité et les champs d'éolien prennent beaucoup de place et sont assez bruyants. Malgré ces inconvénients, l'avantage principal de ces énergies renouvelables, c'est que leur utilisation ne pollue pas l'atmosphère et ne produisent pas évidemment de gaz responsables du réchauffement de la Terre. 6 conseils pour économiser l'énergie.
Couvrez les casseroles. En cuisinant, placez des couvercles sur vos casseroles. Vos aliments cuisent plus vite. Vous évitez d'importantes pertes de chaleur et économisez 50% d'énergie par cuisson. N'utilisez pas trop d'eau. Inutile de remplir une grande casserole à ras-bord pour cuire 200 g de spaghettis. Cuisez vos aliments dans la quantité d'eau adaptée. Vous gagnez du temps et de l'énergie. Prenez une douche rapide plutôt qu'un bain. Vous utilisez seulement 40 litres d'eau pour une douche contre 100 à 130 litres pour un bain. Quant aux jeunes enfants, ils peuvent prendre un bain à deux. Profitez de la lumière naturelle. La lumière du jour est la meilleure pour l'œil humain. Ouvrez vos volets et tentures dès vos premières activités et agencez votre espace intérieur pour profiter au mieux de cet éclairage naturel. Débranchez les chargeurs. De même, il est parfaitement inutile et coûteux de laisser brancher en permanence les chargeurs de piles, GSM, brosse à dents, appareil photo, etc. ôtez-les de la prise quand ils ne servent pas. Atteignez les lumières inutiles dans les pièces que vous quittez ou qui restent occupées. Éteignez la lumière. En tout cas, si l'éclairage est fait de lampes classiques à incandescence, éteindre des lampes néon pour une absence de plus de 20 minutes. À toi qui liras cette lettre, à toi qui liras cette lettre, je te raconte ce que nous avons fait dans notre planète. Tu vis sans doute aujourd'hui dans un monde où les températures sont plus élevées qu'à mon époque, où les inondations sont plus courantes, où certaines ressources naturelles sont épuisées, où les stations de ski sont devenues rares, où des plages où nous allions nous baigner ont disparu, où certaines espèces d'animaux et de plantes n'existent plus, ou ont migré ailleurs.
c'est arrivé. Nous n'avons pas renoncé à nos habitudes. Nous avons continué d'utiliser des moyens de transport polluants pour nous déplacer comme l'avion et la voiture. Continuer de consommer des produits polluants. Nous pouvions encore changer le cours de choses en 2018 à l'heure où j'écris cette lettre. Nous savions à l'époque à quoi mènerait ce changement. Nous aurions pu choisir les véhicules propres, trains, vélos par exemple, les énergies propres et renouvelables, les objets d'occasion ou les repas sans viande. Nous avons été égoïstes. Nous avons d'abord pensé à notre plaisir. Nous étions habitués à un mode de vie polluant et n'avons pas voulu ou réussi à en changer. Il y a alors de grands risques pour que nous te laissions une station inquiétante. J'espère qu'elle n'a pas empiré. J'espère surtout que ce changement climatique n'a pas entraîné de guerre. C'est ma plus grande crainte. Mon seul souhait est que vous fassiez mieux que nous. La famine. La famine est une crise alimentaire extrême dans laquelle des enfants, mais aussi des adultes, meurent de faim. Les gens ne parviennent pas à se nourrir ni à boire suffisamment pour rester en vie. Les enfants sont les premières victimes de la famine car elles ont moins de force que les adultes. Selon l'Organisation des Nations Unies, c'est tout la Corne de l'Afrique, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, Djibouti et la Somalie qui manquent de nourriture à cause de la sécheresse. Près de 12 millions de personnes sont dans une situation de grave insécurité alimentaire. Ce sont souvent les conditions climatiques qui provoquent la famine. En Somalie, à cause de sécheresse excessive, il devient impossible d'irriguer les champs et de faire pousser les plantes. Le bétail souffre aussi beaucoup du manque d'eau. De nombreux pays du monde mènent des efforts considérables pour faire face à la famine.
نعمل الحلو, un style, une voix. نعمل الحلو à l'allure de la physionomie d'un héros de roman du 19e siècle, artiste cultivé et engagé. Il tient beaucoup à la qualité des paroles de ses chansons qu'il écrit lui-même. À la fois compositeur, chanteur et auteur, ses compositions sont un brassage heureux et harmonieux de culture. Son chant agrémenté d'une voix chaude et douce est un hymne à la mélodie. Elle semble faire corps avec son luth, le visage crispé sur ses mélodies, le regard contemplatif. Elle apporte à la chanson marocaine une intonation différente, singulière, originale, un mélange entre le classique et la fantaisie, la tradition et la modernité. Noël Hello adore son pays, le Maroc. Il se comporte en ambassadeur extraordinaire pour son pays à travers le monde. Il chante la beauté des vies marocaines, leur histoire et leur culture. C'est notamment le cas d'Ouazen, Fès, Essaouira, Marrakech, Tanger et Tefilelt, en plus de Chefchaouen à laquelle il a dédié sa célèbre chanson Ya Chefchaouen Ya Nouara. Il a également consacré une belle chanson à Zagora intitulée Ya Ghzala Ya Zagora. La maison de Monet. Claude Monet a habité à Givrenay, une ville située en Normandie. Elle a vécu dans une maison rose très jolie à partir de 1883 et il est resté jusqu'à sa mort en 1926. Cette maison est devenue le musée Claude Monet. La maison de Monet est exceptionnelle parce qu'elle était faite avec amour et beaucoup de goût grâce aux travaux de restauration. Elle est très restée comme autrefois. Au rez-de-chaussée se trouve le salon bleu où on recevrait les visiteurs. À côté de ce salon, on voit l'épicerie à la salle à manger. Dans l'épicerie, on gardait le thé, l'huile d'olive, les épices et les œufs dans des meubles suspendus au mur. La salle à manger de la maison est peinte en jaune. Les meubles peints en jaune également, atteints alors très modernes pour l'époque. Dans les vitrines, on peut voir la vaisselle en faïence bleue, le service jaune et bleu, dans la cuisine au carreau bleu
Il y a une immense cuisinière aux multiples fourneaux et des usten- ustensiles de cuivre. L'autre pièce qui se trouve dans cette partie de la maison est le salon atelier. Ce salon atelier contient toujours le mobilier de monnaie, des canapés, des tapis, des décors et des tableaux de l'époque de peintre. Un escalier mène au premier étage où se trouvent les chambres à coucher d'abord. On découvre la chambre de monnaie. Elle est également décorée avec des objets et des œuvres picturales. Dans la pièce, il y a un cabinet de toilette qui sépare la chambre de monnaie et celle de sa femme. Enfin, se trouve une dernière chambre, celle de la belle-fille de Monet. À côté de la maison, on peut voir deux ravissants jardins. Ces jardins ont beaucoup de charme. Dans le jardin d'eau, on peut voir le fameux pont japonais. On voit ce pont dans les tableaux, les nymphia, les arbres, la petite rivière. Tout est resté semblable aux peintures de Monet. Il y a un autre jardin près de la maison. On peut y admirer des fleurs et des arbres magnifiques. Si vous voulez vous promener dans un décor merveilleux, il faut y aller en automne ou en printemps. La tour Eiffel. La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1989. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur lorsqu'elle a été construite. La tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde et elle est restée pendant 40 ans. C'est un site touristique très important. Il accueille chaque jour un nombre considérable de visiteurs. Environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. De haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris, la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'arc de Triomphe. On peut voir aussi le grand fleuve qui traverse la capitale, la Seine. La tour Eiffel est située sur le champ de Mars.
C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent des programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. Respecter les autres, qu'est-ce que cela veut dire? Le respect d'autrui est l'un des premiers principes que nous devons suivre, semble-t-il, pour que la vie en société soit possible. Nous respecterons l'autre, nous respectons l'autre parce que nous reconnaissons qu'il est comme nous. Nous le considérons comme un égal. Le respect d'autrui se base donc en premier lieu sur l'acceptation d'un principe d'égalité entre les individus. Personne n'a le droit de se moquer de notre handicap, de notre apparence physique ou de notre couleur de peau. Tous les citoyens ont aussi le droit d'avoir leur opinion, d'être écoutés par les autres. On peut ne, on peut ne pas être d'accord et le dire, bien sûr. On n'est pas non plus obligé d'être ami avec tout le monde et c'est bien normal. Mais quand on s'insulte ou qu'on se moque, on commence à manquer de respect. Si on se moque beaucoup d'une même personne, c'est du harcèlement et c'est interdit par la loi. Avantages et inconvénients de la technologie. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne saurait vivre sans les technologies comme l'ordinateur, le téléphone mobile, la télé et autres. Ces technologies sont devenues partie intégrante de notre quotidien et vivre sans elles serait pour certains d'entre nous inimaginable, mais des questions commencent à se poser sur les avantages et les inconvénients de ces technologies. Avantages de la technologie a de nombreux avantages et simplifie la vie de tous les jours. Prenons l'exemple d'une machine à laver ou imagine mal de nos jours comme on s'y prenait pour laver ses vêtements avec son invention
Presque toutes les technologies populaires allant du téléphone à la voiture ont pour l'objectif final de réduire l'effort des humains. Un deuxième avantage, c'est la communication et la mobilité. En effet, grâce à la technologie, les systèmes de communication modernes ont réduit le temps de communication entre deux personnes. Aujourd'hui, la communication entre différents pays est presque instantanée. Inconvénients et dangers de la technologie, mais rien ne vient gratuitement. La technologie a des inconvénients qu'on ne peut plus ignorer. Bon nombre de technologies polluent l'environnement d'une façon ou d'une autre. L'industrie pollue la nature et la voiture produit son lot de CO2. L'ordinateur lui aussi constitue un danger réel pour l'environnement parce qu'il est difficilement recyclable. De plus, nous sommes devenus très dépendants des technologies à un point où l'on ne peut s'en passer. Enfin, l'humain va-t-il devenir inutile et paresseux à cause de ces machines qu'ils font de plus en plus un travail à sa place? Les éco-gestes de la famille Kivalor. VTV. On ne se rend pas toujours compte que certains de nos appareils ménagers, même éteints, sont en veille dans leur salon. Les Kivalor ont installé d'une multiprise très pratique. La télé, l'ordinateur et plusieurs autres appareils y sont branchés. L'interrupteur marche arrêt qu'ils atteignent tous les soirs leur permet de consommer beaucoup moins d'énergie. Un geste simple que vous pouvez faire, vous pouvez vous aussi facilement adopter. Les énergies renouvelables, le soleil, même à plus de 150 millions de kilomètres de distance, constitue la plus grande source d'énergie possible grâce aux panneaux solaires. Il peut être converti en chaleur ou en électricité afin de profiter au maximum de cette énergie. La famille Kivalor a aménagé sa maison en fonction des apports solaires. Faire confiance à l'énergie solaire, c'est protéger l'environnement tout en réalisant des économies. Atteindre derrière soi, laisser une pièce vide allumée est une étourderie qui peut être facilement évitée pour chaque membre de la famille Kivalor.
Atteindre la lumière en sortant d'une pièce est un réflexe pensé. Vous aussi à éviter ainsi ces dépenses d'énergie inutiles. Les différentes formes de pollution de la planète. La pollution des eaux, cette pollution provient des différentes origines. Elle peut provenir de la pollution industrielle, nettoyage des bateaux en mer, rejet des produits chimiques, des pesticides qui viennent contaminer les nappes phréatiques, de la pollution automobile, rejet d'huile du carburant dans les cours d'eau ou du non-traitement des eaux usées. La pollution de l'air, les installations de chauffage, les moteurs à combustion, les usines rejettent de fines particules dans l'air qui nous respirons et qui deviennent chargées de matières toxiques, oxyde de carbone, soufre, azote. Cette forme de pollution met en danger notre santé et détruit notre environnement. La pollution du sol, c'est la contamination du sol par le rejet des produits chimiques directement dans le sol. Les pesticides et les engrais utilisés en agriculture contaminent les légumes, les fruits, les céréales que nous consommons quotidiennement. L'énergie hydroélectrique au Maroc. Dès son indépendance, le Maroc s'est lancé dans une politique de construction de barrages pour trois principales raisons: stocker des réserves d'eau pour assurer l'irrigation des fermes, fournir de l'eau potable aux citoyens et produire de l'électricité. Pour votre information, le Maroc produit aujourd'hui, grâce au barrage, plus de 1770 mégawatts. Un mégawatt égale 1 million de watts égale 1000 kilowatts. De plus, dans son plan énergétique 2030, le Maroc prévoit une production totale de 2850 mégawatts en construisant 31 barrages supplémentaires en plus des 139 barrages actuels, ce qui devrait atteindre les 170 barrages d'ici 2030. Mais comment un barrage produit-il de l'électricité? C'est un principe très ancien, comme celui utilisé par le moulin à eau. En effet, d'abord, l'eau
d'une rivière est retenue dans un barrage. Ensuite, l'eau est acheminée par un canal vers une chute et la force de l'eau qui tombe d'une grande hauteur fait tourner une turbine. Enfin, celle-ci entraîne un générateur électrique ou alternateur produisant de l'électricité injectable par un transformateur sur le réseau. Donc, c'est une énergie hydroélectrique propre et 100% renouvelable constituée de trois éléments: un barrage pour stocker et gérer les eaux, un canal pour dériver et manipuler les eaux stockées efficacement, un alternateur pour convertir l'énergie mécanique produite par les turbines en électricité.